Bonsoir et bienvenue. Le 24 mars dernier, le Sénégal investissait son président élu. C'était le 5e de son histoire. C'est un cap historique à tout point de vue qui vient d'être franchi avec l'ambition de changer radicalement de cap de la gouvernance publique. Pour en parler, le point reçoit ce soir Ami Sarfal, directeur général d'Intelligence Magazine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je l'ai dit, le 24 mars dernier, le Sénégal a investi son 5e président de la République. Cela fait aujourd'hui donc un mois, jour pour jour, que Bassirou Diomaye Faye a pris la rêne du pouvoir au Sénégal. Si vous deviez rapidement faire un bilan sommaire de ces 30 jours de gouvernance, que diriez-vous? Tout d'abord, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs. Effectivement, ça fait un mois que nous avons un nouveau président. Et je pense que nous pouvons être fiers déjà, au niveau du Sénégal, d'avoir enregistré une autre victoire démocratique. Dans le sens où ce sont des élections qui ont été précédées par des tensions. Et je suis heureuse aujourd'hui que le monde entier ait applaudi l'issue de ces scrutins et qu'on puisse avoir un jeune président à la tête du Sénégal. 44 ans. 44 ans. Je crois que c'est une victoire pour la jeunesse aussi. Absolument. Et c'est la preuve que finalement, en Afrique, les jeunes peuvent diriger. Et pour faire un bilan, ça peut paraître assez court. N'est-ce pas? Mais je pense... Juste de prise en main de la chose. Effectivement, je pense que les premiers pas posés sont rassurants, il faut le dire. Je me souviens encore de la visite à Touba du président qui a été un acte très fort, puisqu'on a découvert un autre visage, finalement, de ce président qu'on connaît si peu. Avec tous les clichés qu'il y avait autour. Oui, et je pense que ça a été vraiment un déclic pour beaucoup de personnes, de se dire que finalement on devrait donner la chance à ce président de se définir lui-même et de le juger par rapport aux actes qu'il posera plutôt que par rapport à des choses qu'on aurait entendues. Et par rapport au gouvernement, par rapport au communiqué de Conseil de ministres, par exemple. Il y a ces mesures fortes, la reddition des comptes et tout ça. On sent aujourd'hui qu'ils sont vraiment axés sur la sécurité des citoyens, puisqu'ils ont parlé... Ils ont parlé des infrastructures, ils sont en train de faire des audits et tout. Donc je crois qu'il faut les laisser s'installer, puis après on fera un bilan plus transparent, il y a cette plus question objectif. De la diplomatie avec le voisinage immédiat, la Mauritanie, la Gambie, là aussi, vous saluez un acte important. Absolument, je trouve que cette visite en Mauritanie et en Gambie sont des actes forts, puisque ça prouve aujourd'hui que l'Afrique a compris qu'il faut que l'Afrique se fera par les Africains, entre Africains. Cette solidarité avec les voisins, je trouve que c'est très important. Donc du point de vue de la prise en main de la chose, il prend ses marques? Oui, non, moi je crois qu'il prend ses marques. On l'a vu recevoir Charles Michel. Non, je pense qu'il prend ses marques, il faut lui laisser le temps, il vient juste d'arriver. Mais en tout cas, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que on a vu vraiment qu'aujourd'hui, l'éducation, l'agriculture, l'intégration africaine, le commerce international, tout ça, ce sont des chantiers qui sont au cœur de leur projet. Ça va être des marqueurs de sa manature. Absolument. Et on attend de voir ce que ça va donner. D'accord. Merci beaucoup. Vous l'avez dit tantôt, c'est un jeune président de 44 ans. Pour vous, cette élection est plus que jamais à placer sous le signe de la jeunesse. Qu'est-ce que ça vous inspire comme analyse? Tout d'abord, je crois qu'il faut rendre hommage à cette jeunesse. On lui rend très peu hommage. Souvent, on parle de la jeunesse pour se plaindre de leur comportement. Mais il faut dire aujourd'hui que ceux qui sont sortis voter, il y a quand même eu beaucoup de jeunes qui sont mobilisés dans la discipline, dans le fair play. On a vu des jeunes d'autres partis qui n'ont pas gagné, qui ont félicité ceux qui ont gagné, ce fair play. Je pense qu'il y a quand même des valeurs aujourd'hui que cette jeunesse porte, qu'il y a lieu de saluer, d'encourager. Il y a des jeunes qui se sont sacrifiés. Il y a des jeunes qui se sont sacrifiés. Il y a eu quand même un combat porté par cette jeunesse qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre également, doivent avoir à cœur, et je pense qu'ils ont à cœur, la réalisation du potentiel de cette jeunesse-là. Et je vais être encore plus claire. Lorsque le président a gagné, tout de suite, on a vu sur les réseaux sociaux des jeunes dire « enfin, on va avoir du travail ». Donc ça veut dire que pour eux, est très grand. Pour eux, tout va se réaliser rapidement. Pour certains, je crois que c'est l'occasion aussi de dire à cette jeunesse d'être patiente un peu et de ne pas, si vous voulez, observer le travail qui se fera
dans une posture de gendarme en disant « oui, mais il y a ça qui ne marche pas, vous avez reçu tel, vous nous aviez dit cela ». Moi, j'invite ces jeunes, ceux qui les ont soutenus, les autres, à justement être des acteurs de ce développement qu'ils veulent. De se dire aujourd'hui que le président de la République n'a pas les moyens de donner du travail à tout le monde dès la première année. Mais par contre, chaque personne peut aujourd'hui chercher autour les ressources qui existent, chercher les possibilités de renforcer sa formation, chercher les possibilités de contribuer d'une manière directe ou indirecte au développement. Et je dois dire que ça ne se fera pas que sur les réseaux sociaux. Donc, je crois qu'il faut non seulement engager cette dynamique où on devient un citoyen qui participe à la réalisation de ce projet éventuellement, puisque la réussite sera la réussite de tous. Mais il faut également être cette jeunesse qui comprend que dans les autres pays du monde, ce sont les jeunes qui transforment les économies. Si aujourd'hui l'Inde est là où elle est, c'est parce que, vous le savez bien, l'Inde a parmi les meilleurs ingénieurs au monde. Absolument. Si aujourd'hui la Corée du Sud, ces pays, la Malaisie, Singapour, des pays qui avaient pratiquement le même PIB que le Sénégal, comme je le répète souvent, il y a quelques années, aujourd'hui comptent parmi les puissances, c'est parce que ces gouvernements ont misé dans des écoles polytechniques et ont permis à ces jeunes de devenir les meilleurs de leur génération. Ça pose plus que jamais l'acuité de la formation et du profil. Exactement. Et ça, le savoir, certes, l'État peut mettre les infrastructures, mais encore une fois, pour se distinguer et permettre à ce pays un jour de parvenir à cette souveraineté tant voulue, je crois que c'est important que la jeunesse prenne conscience du fait que personne ne fera son avenir à sa place. Il faut qu'ils soient aussi des acteurs du jeu économique, politique et social, enfin de tout ce tournant-là que le pays est en train d'aborder. Ouais. Bien sûr. Et même politique. Hein. Bien sûr. Oui, vous avez parlé des jeunes, mais vous avez parlé des femmes aussi qui doivent aussi prendre la pleine mesure de la situation. On a beaucoup parlé de la représentativité des femmes au niveau du gouvernement, donc on a évoqué la question de la parité du nombre. Est-ce que vous, c'est votre avis? On doit avoir 10 femmes, 10 hommes ou 20? Je vais vous confier quelque chose, Ousmane, quand j'ai entendu la liste du gouvernement, j'étais triste, très sincèrement, au tout début. J'étais triste parce que je me suis dit, quand même, les femmes ont joué un rôle dans ce pays, elles méritent d'être dans le gouvernement. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il faut peut-être être plus indulgent avec ce président qui arrive et qui a été élu dans des conditions assez particulières. Vous le savez, il a consacré un bon bout de temps à se défendre pour pouvoir intégrer les élections, pour pouvoir être candidat. Absolument. Ensuite, juste après, il y a eu beaucoup de choses qui sont enchaînées. Au départ, pour eux, Moi, je pense qu'aujourd'hui, même la suppression du ministère de la Femme a provoqué une indignation par endroits. Mais moi, j'ai une autre lecture des choses. Je me dis aujourd'hui, ce que le ministère de la Femme faisait, et qui faisait bien, il faut rendre hommage à ces femmes qui se sont succédées à ce ministère. Je salue d'ailleurs le directeur de cabinet, M. Mohamed Ndiaye, avec qui nous étions dans une activité le 8 mars. Cela peut continuer au sein du ministère des Solidarités et de la famille, puisque c'était essentiellement l'objectif de ce ministère. Donc c'est moins une question d'activité, de projet adressé aux femmes que d'appellation. Le nom importe peu finalement, ou bien pour vous c'est important Moi je pense qu'il faut aller dans une transversalité. Il faut se dire aujourd'hui qu'au niveau de tous les ministères, on a besoin d'une division genre qui soit forte et qui puisse permettre aux femmes d'être représentées au niveau de ces secteurs. Je donne un exemple, l'énergie. Moi, je préfère aujourd'hui savoir qu'au niveau du ministère de l'énergie, il y a une division genre qui va travailler, par exemple, avec le Women in Mining ou qui va travailler avec ces femmes qui sont déjà actives, mais qu'on voit très peu finalement, qui va permettre l'ascension professionnelle de ces femmes, qui va permettre le financement des projets et qui va permettre de voir plus de femmes aujourd'hui entreprendre dans le secteur des mines. Moi, je pense que ça aura un impact direct sur l'économie. Si on a au niveau du ministère de l'Agriculture une division genre, mais vraiment forte et accompagnée, qui pourra aujourd'hui au niveau de l'agriculture aider les femmes à posséder des terres, aider déjà celles qui sont au niveau de la vallée, qui font la culture du riz. Moi, je crois que là, on peut avoir un impact plus fort. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Femme, au bout de 60 ans ou plus, faisons le bilan.
pour voir aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas lieu de réformer des choses. Ce que je sais, c'est que les personnes qui travaillent au niveau de ce ministère ont le potentiel aujourd'hui d'agir de façon transversale. Et pour vous, il faut agir sur ces niches, ces secteurs, au lieu de réclamer des places dans le gouvernement, puisque, in fine, tout le monde ne peut pas être ministre. Elles ont le droit, Ousmane, de demander une place dans le gouvernement. C'est normal, parce qu'aujourd'hui, quand même, un gouvernement doit être représentatif de ce peuple. Et il faut qu'on voit des jeunes, il faut qu'on voit des femmes, il faut qu'on voit des personnes qui incarnent le Sénégal. Mais je me dis, aujourd'hui, là où le gouvernement peut quelque part se rattraper, là où le Premier ministre peut aider, c'est en réalité d'avoir un bilan dans 100 jours ou plus, ou dans quelques mois, qui va permettre de mesurer l'impact du point de vue de l'équité aujourd'hui. Est-ce que finalement les actions du gouvernement auront véritablement impacté les femmes de ce pays? Je crois que si on observe aujourd'hui des progrès, si on voit que les femmes ont un meilleur accès, non pas seulement au financement, mais à la formation, si aujourd'hui le droit va plus en leur faveur, si aujourd'hui le code de la famille qui est porté par les femmes aujourd'hui est revu, oui, s'il pose des actes forts en faveur des femmes, on saura que le président a à cœur vous portez la déjà réussite sociale des femmes. le plaidoyer. C'est normal. Okay. Et vous avez parlé des femmes, de la formation, surtout chez les jeunes, mais les femmes aussi. Aujourd'hui, on a une dimension très forte, très marquée dans ce qu'ils appellent désormais le projet, qui est ce projet de société qui vise à transformer radicalement le vécu des Sénégalais dans le sens positif du terme. Cette dimension éducation dans ce projet, comment vous le trouvez? On voit déjà les mesures fortes qui ont été préconisées dans le cadre de l'enseignement supérieur, mais également le ministère de l'Éducation, qui a à sa tête un homme du Sérail, Moustapha Guirassy, qui quand même a fait ses preuves dans le secteur de l'éducation. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir quelque part relativiser les choses, parce qu'on ne peut pas dire que les personnes... Franchement, le casting est correct. Bon. Et le casting est bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on regrette le ministre de l'Agriculture qui a été choisi? Est-ce qu'on regrette le ministre de l'Éducation qui a été choisi? Moi, personnellement, non. Je suis très contente que Moustapha Guirassy soit ministre de l'Éducation, parce que c'est quelqu'un qui connaît le milieu. Et nous avons échangé récemment, et je sais que c'est quelqu'un qui veut véritablement impulser un changement, qui veut réformer le système éducatif. Et ça, c'est un combat que nous portons depuis plus de 15 ans. Et je crois qu'il fera de très belles choses, parce que c'est quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui est humble, et c'est quelqu'un qui veut des résultats. Ouais. Quelqu'un qui veut des résultats. L'ambition, c'est d'être souverain partout. Hein. Finalement, pour cette nouvelle équipe, c'est d'amener le Sénégal vers des souverainetés. Souveraineté alimentaire, souveraineté au niveau de la gouvernance des ressources, de ses relations avec ses partenaires comme multilatéraux. Comment vous appréhendez un peu Vous savez, moi, je suis tout à fait pour cet idéal de souveraineté. C'est important d'aspirer à la souveraineté, parce que finalement, on a vécu le choc Covid. On sait très bien qu'on peut se retrouver du jour au lendemain, les frontières fermées. On est obligé de se référer à ce qu'on a. Donc, je suis pour l'aspiration à la souveraineté, mais ça a un prix. On ne peut pas aujourd'hui aspirer à la souveraineté s'il y a encore des jeunes qui ne sont pas orientés, qui ne savent pas à quelle université ou poursuivre l'enseignement supérieur. Pendant combien de mois le campus universitaire a été fermé? Pendant cette période... Ils ont demandé à ce que les conditions soient créées rapidement pour une réouverture. Hein? Oui, mais pendant cette période, il y a combien de jeunes qui ont décroché? Il y a combien de jeunes qui sont allés à l'étranger avec une frustration où je me demande, est-ce qu'ils vont vouloir revenir? Parce qu'ils sont peut-être ils ont senti qu'on a pris en otage leur avenir. Combien de fois, pendant ces derniers mois, nous avons appelé à l'ouverture du campus? Lorsque le ProSmed, récemment de l'UCAD, la promotion de médecine de l'UCAD a fait son graduation, j'avais appelé à une ouverture du campus. Mais que vaut ma voix aujourd'hui? Donc je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à rattraper. La jeunesse, ces 2 dernières années, à cause des tensions, des turbulences, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas été orientés. Je crois que c'est important. Il y a beaucoup de jeunes médecins aujourd'hui au Sénégal qui n'ont pas de travail, alors qu'il y a des zones au Sénégal où si vraiment ce désir d'équité est là,
eh ben, il faut que ces personnes aussi aient accès à une santé publique, à des soins de qualité. À des spécialités. Voilà, qu'on ne se soigne pas juste parce qu'aujourd'hui, on est à Dakar, que partout, qu'il y ait cet accès. Donc cette souveraineté, aujourd'hui, ça va être une aspiration de toute l'Afrique, de la CEDEAO, puisqu'aujourd'hui, nous sommes quand même considérés parmi les pays les plus pauvres. Mais si vous regardez nos terres, nous sommes parmi les plus riches peut-être. Et nos ressources aussi. Mais parce que tout le monde y va de son côté, et il est évident aujourd'hui que cette souveraineté va de pair avec une plus grande solidarité entre les nations africaines. La vérité aujourd'hui, c'est que si une autre pandémie frappait, eh ben l'Afrique aurait pratiquement les mêmes problèmes. Parce qu'on n'a pas suffisamment été dans une logique d'anticipation. On attend souvent que les choses se passent pour réagir. Et aujourd'hui, il faut préparer cette jeunesse à de futurs chocs. On a vu aujourd'hui ce qui se passe dans le Moyen-Orient. On a vu, du point de vue géopolitique, géostratégique, il y a des choses qui peuvent demain créer une insécurité, autant au plan alimentaire, au plan économique. Quand on est dans cette dépendance, alors il faut faire attention. Et moi, je dis aujourd'hui, une des priorités du président Diomaye Faye, du président Bassirou Diomaye Faye, doit être la sécurité alimentaire. On ne peut pas parvenir à une souveraineté si on n'a pas une sécurité alimentaire. Que les gens mangent à leur faim. Mais aujourd'hui, on est trop dépendant de certaines céréales qui nous viennent de l'étranger. On importe combien de la nourriture que nous consommons, alors qu'il y a combien de terres aujourd'hui dans ce pays qui ne sont pas exploitées. Mais la vérité, c'est que nous sommes encore trop dans un système qui favorise les procédures. Il faut réduire les procédures. Il faut lever ces goulots d'étranglement, rendre les choses beaucoup plus flexibles. Il y a trop de procédures. On a beau dire aux jeunes, venez prendre des terres, mais combien de jeunes ont réussi à prendre ces terres? Parce qu'il y a trop de procédures. À qui l'on parle? On parle à des jeunes parfois qui n'ont pas forcément le niveau de gérer ces formalités. C'est vrai. Donc je crois que... Qu'est-ce qu'il faut pour vous Pour moi, aujourd'hui, il faut simplifier tout les réformer, choses. simplifier. Il faut simplifier l'administration. Il y a trop de procédures. La vérité, c'est que les procédures, parfois, ça essouffle les gens. C'est comme si vous me dites, les start-upers, etc. Il y a combien de start-up qui se créent, d'accord, mais il y a combien de start-up qui ferment? Mais cette souveraineté... Le taux de mortalité est très élevé, hein? Mais oui. Et aujourd'hui, cette souveraineté, Ousmane, on ne peut pas y arriver si les efforts de la jeunesse, si les projets de la jeunesse s'éteignent aussi rapidement. C'est important d'accompagner cette jeunesse quand elle entreprend, quand elle a une vision, de l'accompagner et de lui simplifier les démarches. Et pour vous, ça doit relever de l'urgence, ça doit relever des choses, des premières choses auxquelles il faut s'attaquer. Hein, oui, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis très optimiste quand je vois un ministre de l'Éducation comme Moustapha Guirassy, que je connais très bien et avec qui j'ai eu à travailler par le passé. Quand je vois également la vision prônée par le Premier ministre dans le domaine de l'éducation, moi ça me rassure. Parce qu'aujourd'hui, non seulement ils sont dans une logique de valoriser les langues nationales, parce qu'aujourd'hui on en est là. On ne peut pas dire qu'on va tout miser sur le français. Il faut voir aujourd'hui ceux qui ont été formés dans l'arabe, ceux qui ont été formés en wolof. La création du bureau d'insertion des diplômés de la langue arabe. Hein. Oui. Et de l'enseignement arabe plutôt, ça c'est important, c'est historique. C'est historique, on va créer les conditions qui favorisent tout le monde, hein, qu'on soit issu du système français que du système arabe. Oui, moi je crois que c'est une très bonne chose. Mais vous savez, comme je dis là encore, il ne faut pas que les procédures nous retardent. Entrave la marche. Il faut que l'on essaie vraiment d'aller très vite parce qu'en ce moment, il y a énormément de jeunes, de personnes qui attendent une solution. Parce qu'ils ont, par exemple, fait une formation en arabe et ils n'ont toujours pas de métier. Et ils pensent peut-être qu'il faut aller dans un pays arabe pour réussir. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour eux? Donc je crois que ça doit être une urgence. Mais l'autre chose aussi que je pense est important, c'est promouvoir ce savoir. C'est absolument important. On ne peut pas avoir une souveraineté numérique. Ça, c'est agir sur les curricula, finalement. Exactement, sur les curricula, sur le post-bac, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas atteindre cette souveraineté numérique, par exemple, s'il n'y a pas la matière grise, si on n'a pas suffisamment d'ingénieurs pour nous permettre d'être autonomes. Ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup d'audace, beaucoup de souveraineté. De moyens. Ça demande beaucoup de moyens aussi. Et vous pensez que tout cela, les ingrédients sont réunis pour qu'on y aille? Je vous assure
que les jeunes Sénégalais, ce qu'ils sont en train de faire dans le monde, ici même au Sénégal, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'agroécologie, dans tous ces domaines-là, c'est juste épatant. Mais il faut leur donner ce sentiment que ce qu'ils font compte et que on va vers l'intégration de ces projets-là, dans ce projet justement. Mais je crois qu'on peut être, on peut avoir de l'espoir. Et je dis toujours aux jeunes, on peut aspirer à aller à l'étranger, certes, dire par exemple, oui, c'est peut-être le moment maintenant d'aller à l'étranger, etc. Mais je leur dis non. Si vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais à Londres, au London School of Economics, pour prononcer le discours inaugural des 10 ans du Africa Summit. Et je puis vous dire, sans aucune exagération, que tous les jeunes pratiquement qui étaient là-bas avaient une seule envie, rentrer en Afrique. Et vous leur dites quoi, vous? Moi, revenez, c'est possible, vous pouvez revenir. Je dis aux jeunes Sénégalais qui sont à l'étranger, formez-vous, cherchez du savoir pendant que vous y êtes, mais revenez s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de vous. Absolument. Ce pays, si on est capable d'être là aujourd'hui, c'est parce que nos aînés sont restés. Bien si sûr. Tout le monde était parti, on ne serait pas capable d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. D'accord. On est rattrapé par le temps, mais juste une question sur la diplomatie du Sénégal, dans la géopolitique africaine, internationale de manière générale, les relations avec la France, le franc CFA, tout ça, on en parle aujourd'hui. Oui. C'est une nouvelle prise en main de cette relation que le Sénégal veut impulser. Je pense qu'aujourd'hui, du point de vue diplomatique, il y a à faire. Mais il faut quand même apprécier ce qui a été fait. Je pense que le Sénégal a enregistré de belles victoires diplomatiques par le passé. Donc ça, je crois qu'il faut tout à fait s'appuyer sur justement ces acquis pour aller encore plus loin. Là, je crois que le rôle que le président Diomaye Faye peut jouer au niveau de la CEDEAO, c'est évident que quand on voit les tensions qu'il y a avec les pays qui à un moment avaient tourné le dos à cette institution, qu'on est en train d'essayer de pacifier les choses, je pense que là il peut jouer un rôle et montrer que le Sénégal est capable de ramener la paix dans la région, parce que nous sommes écoutés, nous avons une crédibilité, et je pense que là il y a une posture à avoir, il y a une porte qui peut s'ouvrir là-bas. Je pense également qu'il faut essayer de reprendre les postes qu'on avait dans les grandes instances à l'international. C'est très important. On a perdu beaucoup de postes à ce niveau-là. Il faut une reprise. Voilà. Oui. Et je crois que là, il faut s'appuyer sur tout le monde. Et nous avons quand même de grandes figures qui sont de tous bords, vous savez. Et on est dans un moment... C'est un projet Voilà, moi, s'il y a un appel aujourd'hui... faire appel à toutes les compétences. C'est à l'unité. Ouais. C'est-à-dire que on n'est pas un camp contre un autre. Ouais. C'est pas ceux qui sont ici aujourd'hui contre ceux qui étaient là hier. C'est des Sénégalais avec les Sénégalais. Absolument. Pour le Sénégal, parce que nous sommes le Sénégal. Et nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir compter, de nous appuyer sur les acquis, de nous appuyer également sur cette jeunesse. Et il ne faut pas qu'aujourd'hui des jeunes se disent « Ah, parce que je n'ai pas été dans le parti, aujourd'hui je ne vais pas compter ». C'est ça qui va pousser des jeunes à s'éloigner du Sénégal. Il faut que les jeunes, où qu'ils soient, qu'ils sentent qu'ils ont le droit, parce qu'en démocratie, chacun peut suivre ce qu'il veut. Chacun peut croire ce qu'il veut. Mais après, il faut dépasser ce temps politique pour se mettre dans le temps de l'État, de la citoyenneté. Nous, on n'est pas la France, on n'est pas les États-Unis, on a besoin de se construire. Et pour ça, il faut que chacun joue sa partition. Il ne faut pas que la politique nous divise, il faut juste que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et que la diversité permette justement d'être encore plus impactant. Et plus fort, c'est bien dit. Juste un mot sur la grande rentrée citoyenne, que vous êtes la promotrice quand même depuis bientôt 12 ans, ça fait du temps. On devait l'organiser en début d'année, mais comme vous savez, c'était très tendu, c'est pas facile de le faire pendant cette période. Mais je donne rendez-vous à la jeunesse de mon pays pour leur dire que la grande rentrée, c'est votre événement et que j'espère bien que nous allons continuer à l'organiser. Nous avions eu la chance d'avoir le président sortant qui est venu le président en 2015, le président Macky Sall. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien que... Et quand il avait fait ce discours, je vous assure qu'il avait inspiré les jeunes. Vous voulez que le nouveau président vienne, Bassirou?
Oui, j'aimerais bien que le nouveau président vienne et qu'il parle de son parcours. Absolument, oui. Elle a fait un parcours éclatant quand même. Mohamed Dionne, l'ancien premier paix à son âme, vous connaissiez, il a été un soutien de la grande rentrée citoyenne aussi. Vous savez, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment fait mal, mais comme on est croyant, on ne peut qu'accepter, c'est bien la disparition de ce Premier ministre qui a quand même été une figure emblématique du gouvernement, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup cru en la jeunesse et qui a posé des pas en faveur du développement, qui a donné toute sa vie au Sénégal, au développement de l'Afrique. Donc le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Et surtout, je prie pour son épouse, pour qui nous avons une pensée très affectueuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane. C'est un plaisir. Ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.